Bonsoir François Chérec. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la CFDT et vous venez de publier Patricia Romain, Nabila et les autres, le travail entre souffrance et fierté chez Albin Michel. C'est un reportage social. Vous êtes transformé en reporter sur le terrain social et vous parlez de nombreuses professions. Vous êtes allé à Pôle emploi, vous parlez des infirmières, des jeunes, des précaires, des employés de la RATP, des surveillants de prison. On va en parler dans un instant parce que vous avez rencontré la France du travail. Hein. J'ai le sentiment d'avoir fait mon travail de syndicaliste. Mon rôle de syndicaliste, c'était auprès des salariés. Et ces salariés que je représente, il était bien que je leur donne la parole. Et quand on écoute les informations, on parle d'Arcelor. Derrière, il y a des gens qui travaillent avec des conditions de travail qui ne sont pas toujours simples. On parle de la dette. Et de la dette, le plan de rigueur du gouvernement, il y a des conséquences sur les hôpitaux, vous l'avez dit, sur les infirmières, leurs conditions de travail. Donc derrière tous les sujets qui sont les sujets de société, il y a souvent le travail et peu de personnes en parlent, y compris dans le débat politique. Donc il me semble qu'un syndicaliste comme moi, donner la parole à ces personnes qui travaillent, expliquer quelles sont leurs conditions de travail, leurs gestes de travail tout simplement. Oui, c'est vrai que vous décrivez leurs horaires, leurs conditions concrètes, leurs souffrances ou leur fierté, effectivement. Oui, c'est des tranches de vie. C'est des tranches de vie, mais en même temps, je l'explique, parfois de la souffrance au travail, on en parle beaucoup, on a parlé malheureusement des suicides, mais aussi beaucoup de fierté. Et les salariés français sont très attachés à leur travail, à leur identité professionnelle. C'est bien souvent ça qui crée une partie de leur personnalité. Et je crois que c'est important de pouvoir l'expliquer. Et c'est en danger, ça, aujourd'hui ? C'est en danger parce qu'il y a une perte de sens, bien souvent, au travail. C'est-à-dire que, bien souvent, quand vous étiez dans l'industrie automobile, le sens, c'était de construire une voiture que vous vendiez. Maintenant, ils ont le sentiment, les salariés, que l'objet de leur travail, c'est de ramener de l'argent aux actionnaires. Et de la même façon, dans la fonction publique, c'est pas très différent. Le sens du travail, c'est un service à l'usager. Et aujourd'hui, c'est un coût. Coûter le moins cher possible. Donc derrière l'engagement dans le travail qui était une communauté dirigée vers un sens commun, c'est malheureusement beaucoup trop d'expression d'argent et pas assez, je dirais, d'émancipation. On va parler justement de qui peut rendre ce sens au travail. On va parler de l'actualité de la crise de la dette, mais un petit mot parce que vous le connaissiez bien, Jean-Louis Borloo. Il était ministre du Travail, de la Cohésion sociale. Il a fait le plan Borloo. Vous en parlez dans votre livre, le plan sur les aides à domicile, par exemple. Oui. Oui. Et vous êtes sévère parce que vous dites le plan lancé dans la précipitation sans organisation maîtrisée qui est devenu un vrai bazar. Merci monsieur le ministre. Oui, parce que souvent les ministres, quand ils ont une idée, il suffit qu'ils fassent un décret et dans leur tête ce décret est appliqué. C'est réglé. Et entre la décision politique et la mise en œuvre, on voit bien qu'il y a un écart immense. Et je raconte effectivement la vie de ces femmes, parce que c'est à 99,99% des femmes qui travaillent à domicile auprès des personnes âgées, souvent seules, qui ont des conditions et je dirais des salaires aussi parce qu'elles sont souvent à temps partiel très faibles. Alors justement, Jean-Louis Borloo, il se retire de la course. C'était un peu la sensibilité humaniste, sociale et tout. Il se retire de la course à la présidentielle. Ça vous inquiète pour la droite? Vous vous dites, oh là là, ils ont perdu peut-être même cette sensibilité? Moi, j'ai pas envie de m'inquiéter ou pas m'inquiéter sur le candidat de droite ou pas candidat de droite. J'espère que cette sensibilité sera relayée par quelqu'un d'autre à droite, tout simplement, et que ça fera partie du débat des élections présidentielles parce qu'on voit bien que le travail, au lieu de parler du travail justement par la valeur financière, comme c'était le cas il y a 5 ans, j'aimerais bien qu'on travaille sur la valeur humaine du travail. Alors justement, Xavier Bertrand dit, on va prendre en compte la sensibilité sociale et humaniste. Beaucoup de gens à l'UMP l'ont dit. Et Xavier Bertrand, qui était sur BFM TV ce matin, il a annoncé que l'allocation équivalent retraite allait être rétablie partiellement. C'est cette allocation pour les personnes qui ont suffisamment cotisé au chômage, qui sont encore au chômage et pas encore à la retraite. Ouais. Bon alors, c'est réduit. Ça concernait en fait 40 000 personnes. Et là, il le rétablit, mais seulement pour une dizaine de milliers de personnes, c'est plus de 60 ans. C'est un bon signe, c'est une manière de dire on a entendu la préoccupation sociale? C'est d'abord une manière d'écouter ce que disent les syndicats, en particulier la CFDT. Nous sommes dans une situation ubuesque, c'est ce qu'on a dit pendant la réforme des retraites. Il y a des salariés dans notre pays qui sont au chômage, qui ont plus d'indemnité, parce que souvent ils ont eu 3 ans d'indemnité, qui ont cotisé 41 ans, mais comme ils n'ont pas l'âge de départ, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Et la CFDT a toujours dit que les personnes qui avaient leur durée de cotisation devraient pouvoir partir à la retraite. Et ces personnes étaient dans une situation de no man's land. Ils étaient ni chômeurs, ni retraités, et sans travail. Donc ils rétablissent. On rétablit pour ceux qui ont plus de 60 ans. Et qui ont pas 60 ans et 4 mois. Il y a tous ceux qui ont 58 ans, 59 ans, qui ont cotisé certains 42 ans, 43 ans, et qui ne peuvent pas partir alors qu'ils ont déjà leur durée. Donc bravo
c'est une bonne démarche, allons un peu plus loin et considérons tous ceux qui ont leur année de cotisation. C'est ce que vous dites ce soir au gouvernement, globalement. Oui, je dis que notre demande, c'était de le rétablir pour tout le monde. On l'a rétabli pour une partie, vous l'avez dit, vous avez compris, ceux qui ont déjà 60 ans et 41 ans de cotisation. Essayons de penser à ceux qui ont commencé à travailler jeunes, qui ont pour certains 41 et 42 ans de cotisation et qui attendent, je dis, ils sont au RSA, hein, c'est-à-dire qu'ils ont 540 € pour vivre, c'est quand même pas normal. Mais vous avez le sentiment que justement, ce départ de Jean-Loup Borloo, la crise, le fait qu'on est en campagne électorale, on va en parler, les demandes sociales vont être un peu plus entendues, on peut avoir quand même un rééquilibrage. Mais les demandes sociales, c'est surtout, on voit bien qui est en train de se passer dans notre pays. L'économie, malheureusement, est en train de ralentir une nouvelle fois. Les projections de Pôle emploi, de l'UNEDIC, disent que le chômage va continuer à augmenter. Et qu'est-ce qu'on a dit au gouvernement? Oui, réduisons la dette, ça c'est un élément important. Mais faisons en sorte aussi qu'on vienne en aide à ceux qui sont en difficulté. Donc là, on a ces personnes plus âgées au travail, mais il y a aussi ceux qui sont au chômage partiel. Le problème Arcelor, mais derrière Arcelor, il y a des sous-traitants. Peugeot qui commence à parler de chômage partiel pour les intérimaires, pour les sous-traitants. Et nous avons dit au gouvernement, au-delà de la réduction de la dette, il faut aussi un fonds qui vienne en aide aux salariés, aux entreprises qui sont en difficulté. Et c'est là qu'il y a une forte demande sociale. Et il y a l'argent pour ? L'argent, on a proposé, et je le répète, je ne fais que me répéter là-dessus, 4 milliards d'euros pour financer les heures supplémentaires. Est-ce qu'il est quand même normal? La défiscalisation des heures supplémentaires. Oui, 4 milliards d'euros pour cette mesure à une période où on a encore un chômage élevé. Alors qu'en Allemagne, le pays d'à côté, qu'on compare souvent vis-à-vis de la France, décélère en termes de temps de travail, puisque justement, quand il y a moins de travail, les Allemands travaillent moins. Alors qu'en France, on accélère pour faire travailler plus ceux qui sont au boulot, alors qu'il n'y a plus de chômeurs. Donc on dit cet argent devrait pouvoir aider les salariés et on s'en rend compte de plus en plus des entreprises qui aujourd'hui ralentissent. Alors la gauche, elle est favorite dans les sondages, on ne sait pas encore qui va être le candidat. Pour vous, c'est une bonne nouvelle si elle arrive au pouvoir? Concrètement sur ces terrains-là, sociaux? La bonne nouvelle, c'est qu'on parle de social. Après, les Français décideront. Moi, je ne vais pas me sortir de la position de la CFDT, qui est une position de neutralité au niveau, je dirais, électoral. Mais la nouvelle, aujourd'hui, qui est intéressante, c'est qu'il y a un débat démocratique qui est fort et qu'on commence à parler du travail et de l'économie. À la primaire socialiste, vous allez voter ? Non. Je suis secrétaire général de la CFDT. Aller voter à la primaire, c'est s'afficher et de signer une déclaration de soutenir le candidat de gauche. Et tout le monde a bien compris que le secrétaire général de la CFDT, par respect vis-à-vis des salariés et de ses adhérents, n'a pas à se positionner d'une façon partisane. Et lorsque vous entendez les propositions de la gauche, le débat des primaires, c'est mercredi 5 octobre sur BFM TV, le dernier débat des primaires, donc décisif avant le premier tour. Vous avez le sentiment que dans les propositions des uns, des autres, de François Hollande, de Martine Aubry, de Ségolène Royal, il y a des solutions à ce malaise social? Alors, d'abord, moi, je trouve que le débat des primaires est un débat démocratique intéressant. Mais il y a un immense manque. Et là, si je peux me permettre, puisqu'ils vont venir en débattre à BFM, m'adresser à eux. Je n'ai pas entendu parler de dialogue social. Je n'ai pas entendu parler de partenaires sociaux. Je n'ai pas entendu parler de construction du contrat social. Et ça, c'est un manque dans leur débat. Donc, la question que j'ai envie de leur poser à tous les 6, sans prendre de démarche partisane dans leur débat. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes individuellement des étatistes, c'est-à-dire que demain, vous allez décider par la loi, et puis après, on décidera par la loi, et après, les partenaires sociaux mettront en œuvre ce qu'ils ont décidé? Ou est-ce que vous avez une conception de la démocratie qui est plus décentralisée? D'une part, qu'est-ce qui va revenir au territoire, aux collectivités territoriales? On voit bien que le Sénat, qu'il y a une demande là forte, l'organisation du pays, mais aussi, qu'est-ce que vous allez donner comme responsabilité aux partenaires sociaux, syndicats patronaux, syndicats de salariés, pour construire par la négociation le contrat social? Est-ce que vous allez nous laisser un espace de liberté, ce qui n'est pas vraiment la tradition française? Vous les connaissez quand même, François Hollande, Martine Aubry, Ségolène Royal, je ne vais pas les énumérer tous les 6. Vous connaissez leur passé, leurs anciennes fonctions, leur manière de faire, leurs anciennes promesses. Vous avez une idée de... Est-ce qu'il y en a un qui est plus étatiste que l'autre? Est-ce que Martine Aubry, elle était quand même ministre des Affaires sociales? Je ne sais pas, François Hollande était patron du PS. C'est pas moi ici de distribuer des brevets d'étatisme ou de dialogue social. J'ai une vraie connaissance maintenant de la culture politique, de la culture, comment dirais-je, du dialogue des politiques en France en général, que ce soit de droite ou de gauche. Nous avons, et c'est une spécificité européenne, une tendance à ce que les politiques qui décident et qui ne laissent pas de place
au dialogue social. Et on a une tradition européenne que les autres pays européens, en particulier les partis sociaux-démocrates, laissent un espace de liberté et de négociation fort aux partenaires sociaux, n'interviennent le moins possible dans les décisions de négociation entre le patronat et les syndicats. Et en France, la gauche n'a pas cette tradition-là. Donc la question que je leur pose aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts, vous qui êtes des Européens pour la plupart d'entre vous, et que vous êtes prêts de rentrer dans cette culture d'espace de liberté pour les partenaires sociaux? J'espère qu'à BFM, ils me répondront, parce que pour le moment, ils n'en ont pas parlé. C'est certain, puisque ce sera grâce à vous en tout cas, et ce sera mis à l'agenda du débat le 5 octobre à 20h30, évidemment sur BFM TV, ça c'est sûr. Il y a une mobilisation qui est prévue le 11 octobre, mobilisation des salariés pour justement s'exprimer. Il y a un certain nombre de mouvements sociaux en ce moment, mais vous n'êtes pas tellement pour les manifestations et pour les grèves. Soyons clairs, soyons très clairs. Nous sommes en accord avec les autres syndicats, CGT, UNSA en particulier, pour organiser cette journée. Pour nous, il y a deux objectifs dans cette journée. D'abord, expliquer aux salariés nos propositions pour faire baisser la dette tout en soutenant les salariés en difficulté, voir avec eux quelles sont leurs demandes, et puis aussi s'adresser au gouvernement pour qu'il fasse un autre plan, et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, pour soutenir aussi les salariés. Maintenant, le désaccord que nous avions entre organisations syndicales, mais maintenant nous sommes dans cette journée-là, c'est d'appeler à une journée de grève interprofessionnelle. Donc vous n'y appelez pas? Nous appelons pas à de journées de grève. D'ailleurs, il n'y a pas d'équipe CFDT qui, à ce jour, sont allés dans cette démarche-là, tout simplement parce que dans cette situation de crise économique, de peur de perdre son emploi, de pouvoir d'achat, les salariés ont autre chose à faire que de perdre une journée de salaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas, cette journée-là, s'exprimer avec eux sur les difficultés qu'ils rencontrent. Il y a un rendez-vous entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy dimanche. Ça va nous faire avancer sur la crise de la zone euro? J'espère bien. On voit bien que les politiques sont en train de courir après la crise, en quelque sorte, et que nous attendons, en tout cas la CFDT, les syndicats européens aussi. Je pense les syndicats allemands qui, en Allemagne, ont soutenu le plan d'aide à la Grèce. C'est quand même très intéressant de voir que le DGB, qui est le gros syndicat allemand, est intervenu auprès des députés de droite en leur disant il faut que vous votiez l'aide à la Grèce. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien, comme la CFDT, que nous sommes obligés de venir en aide à la Grèce, à une condition aussi que les Grecs fassent des efforts. Je ne pense pas obligatoirement les efforts tels qu'on les demande aux fonctionnaires, aux salariés qui sont vraiment très durs, mais que la fiscalité des entreprises, la fiscalité sur les revenus soient au même niveau en Grèce qu'en Allemagne et en France. De cette façon-là, je pense qu'on pourra s'en sortir. Et aujourd'hui, les politiques européens et français comme allemands courent après cette décision. Il va falloir qu'on mutualise les dettes. Allons-y rapidement, ça sera une bonne façon aussi de donner des réponses et de faire confiance enfin à l'Europe. Merci François Chirac d'être venu sur le plateau de BFM TV. Patricia Romain, Nabila et les autres, chez Albin Michel. Restez avec nous, notre débat du lundi soir, après le journal Jean-Rémy Baudot. Jean-François Kahn, Alain Madelin, tout de suite on parle notamment du retrait de Jean-Louis Borloo.